Salut. Bonjour alors. Eh ben, bienvenue sur ce petit live du coup. Alors, du coup déjà, je vais commencer à présenter la bonne idée pour les quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est encore. C'est du coup, alors, pour vraiment résumer, c'est la chaîne Twitch reliée un petit peu à la mission locale et qui du coup propose des émissions Twitch avec des studios un peu partout en France. Là, vous êtes sur le 04 du coup. Mais il y a aussi des studios à Marseille, à Aix, à Montpellier, si j'ai pas d'énormes Ouais, bêtises, c'est et ça, à Paris Paris et d'autres villes, aussi, j'ai la pas retenu. Bretagne aussi, ouais. Ouais, du coup, chacun de ces studios propose du contenu sur cette chaîne. Et du coup, bah, là aujourd'hui, justement, on est avec. J'ai oublié le nom. Gilles Ponce. Gilles. J'ai du mal avec les noms. Un jour, je vais y arriver. Mais... du coup, avec Gilles, du coup. Camille. Et Camille. Et Camille. Je vais y arriver, je vous jure. Il se soigne son prénom déjà, c'est bien, c'est Mike. Ça va, hein. C'est ça. Voilà, Voilà, exactement. du coup, on est ici avec Gilles qui est. Le directeur de Cap Emploi. Merci. T'inquiète pas, Mike. Et du coup, on va faire un live parlant principalement du handicap et L'emploi. de l'insertion dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et ce que ça veut dire aussi. Parce que C'est ça. ça reste des sujets qui, même si comparé à il y a quelques années, sont un peu plus ouverts, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent et qui acceptent ça, ça fait plaisir. Bien sûr. Ça reste un sujet qu'il y a beaucoup de flou, beaucoup de clichés aussi. Tout à fait. Exactement. Si on est en situation de handicap, on va pas trouver d'emploi ou ça va être compliqué, alors qu'en vrai, il y a quand même des possibilités. Exactement. Et Donc, c'est le but de l'émission, surtout que cette semaine, c'est donc la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi pourquoi on fait cette émission, pour mettre en exergue cette semaine-là. Parce que apparemment, Gilles Ponce a passé une semaine très chargée. Il va nous expliquer pourquoi. Petit marathon. Petit marathon de la semaine. Donc du coup, merci déjà d'être avec nous. Volontiers. Parce que avec ce marathon, voilà. Et du coup, voilà, donc Mike vous a expliqué le principe de la bonne idée. Et toutes les semaines, rejoignez aussi le mercredi de 11 à 13h. Peut-être que les horaires vont changer. Mais Mike, Théo et Léo et Alexis, qui est à la régie, salut Alexis, proposent une émission hebdomadaire qui s'appelle Clap et Beats sur la culture populaire et sur les jeux vidéo. Et C'est de la culture populaire. la culture Genre populaire, pardon, mais... cinéma, séries, jeux vidéo. D'ailleurs, l'émission est coupée en deux. Tu as Voilà. Clap en première heure, où on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est cinéma, séries, tout ce qui est autour. Et de l'autre côté, tu as Beats, enfin Beats du coup. J'aime pas ce nom. T'as Beats qui, lui, est autour de tout ce qui est jeux vidéo, e-sport et l'événementiel autour de ça. Bah, nickel. Et du coup, la fin de l'émission, vu que c'est votre aussi identité, c'est votre monde. Du coup, à la fin de cette émission, on va un petit peu parler séries dans le thème justement des personnes en situation de handicap. Voilà. Bon, Gilles, déjà, merci d'être avec nous. Volontiers, ça me plaisir. Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter aussi ta structure ? Alors, donc, Gilles Ponce, donc, je suis directeur donc, du Cap Emploi des Alpes-de-Haute-Provence. Donc, vous avez des Cap Emploi dans tous les départements de France. Les Cap Emploi, pour faire simple dans un premier temps, c'est un service public, gratuit, à destination des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi ou en situation de délicatesse en entreprise du fait du handicap pour lesquels on doit intervenir afin d'essayer de maintenir ces salariés à leur poste. Alors c'est ou des salariés ou des agents de la fonction publique. D'accord. Voilà, donc un Cap Emploi, c'est deux missions vraiment d'accompagnement vers l'emploi et d'accompagnement dans l'emploi. D'accord. Alors moi en ce qui me concerne, Gilles Ponce, j'ai une cinquantaine d'années. Ça fait 23, 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, de l'insertion des personnes handicapées. Et vous allez voir que des fois, je vais utiliser des personnes handicapées et des fois, je vais utiliser le terme en situation de handicap. Et on va revenir sur la nuance. C'est pas qu'une délicatesse de langage, il y a vraiment une nuance importante. Ah, justement, je voulais en venir avec Mike. C'est quoi la définition, du coup, de ces deux notions ? Donc, une personne handicapée. Alors, une personne handicapée, donc l'OMS a défini 5 types de handicap. Handicap moteur, handicap sensoriel, handicap
psychique et handicap intellectuel. Donc à partir du moment où une personne éprouve des difficultés, qu'elle soit toute jeune, un enfant, qu'elle soit âgée de 20 ans, de 25 ans, de 50 ans, à partir du moment où elle rencontre des difficultés qui font obstacle à sa vie quotidienne et à sa vie professionnelle, ces personnes-là peuvent demander auprès de la MDPH une reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Donc, avec ce statut, s'associent aussi des personnes qui ont eu un accident de travail ou des personnes qui ont eu une grave maladie et qui sont vraiment en difficulté pour retrouver un emploi. Et donc, des personnes qui sont bénéficiaires de la pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail suite à un accident de travail sont elles-mêmes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, c'est le terme précis pour définir une personne handicapée au travail. Alors, pourquoi bénéficiaire de l'obligation d'emploi ? Est-ce qu'elle est obligée de travailler ? Non, c'est pas ça. En fait, elle n'est pas obligée de travailler. C'est les entreprises qui sont obligées de recruter, depuis la loi de 1987, des personnes en situation de handicap. Donc, depuis 1987, le législateur a demandé aux entreprises de plus de 20 salariés de recruter au moins 6% de travailleurs handicapés. Et donc, la loi a été faite en 87, donc 1987, ça commence à dater, a mis en place des outils d'aide à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais en 2005, l'État, la France, a fait un pas de plus vers l'emploi des personnes en situation de handicap et a engagé la France dans une société inclusive. Et en fait, la société inclusive amène les institutions, les entreprises, à reconsidérer la question du handicap. L'idée, c'est que même si une personne est handicapée, au travail, c'est bien la situation de handicap qui est pris en considération. Autrement dit, les entreprises, les partenaires doivent améliorer la situation de travail pour essayer de compenser le handicap. Donc on est passé d'une personne handicapée à une personne en situation de handicap. L'objectif, c'est bien de réduire la situation de handicap. On ne pourra peut-être pas réduire une cécité, une déficience auditive, un trouble psychique ou un problème de dos. Par contre, le problème de dos ou la déficience auditive devra être compensé dans l'environnement de travail. Et c'est en ce sens qu'on parle de société inclusive. D'accord. Un peu comme ce qui s'est passé pour les enfants et pour la scolarité des enfants en situation de handicap, où depuis la loi de 75, il y a eu des gros efforts pour développer des structures spécialisées, scolaires, spécialisées à différents types de handicap. Et donc on a développé en France depuis les années 70 des organismes, des instituts médico-éducatifs par exemple, pour faire en sorte que la scolarité soit adaptée aux jeunes. Et depuis quelques temps, notamment, alors précisément, c'est pas mon expertise, hein, la scolarité, mais en tout cas depuis 2005, la société inclusive vise à permettre à des enfants de bénéficier d'une scolarité dans un environnement ordinaire, mais avec un accompagnement spécifique. Donc on a réintroduit en fait le handicap dans la vie quotidienne et dans la vie ordinaire, alors qu'avant le handicap était plutôt entre les murs de certaines associations comme l'ADAPI, le l'UNAPI, la PAJH, sont des grosses structures d'enfants de parents handicapés qui avaient eu le besoin de se regrouper et de proposer des accompagnements spécifiques pour leurs enfants. Donc voilà, il y a eu vraiment un travail initial de spécialisation et puis là un travail d'inclusion. D'accord. Ça. Alors on a du monde sur le Oui, chat. justement, c'est ce que j'allais dire. Bonjour les Je ne voulais chatteux. pas vous couper, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à dire bonjour. Alors, j'arrive pas à lire les pseudos pour le coup. Il y a Chilmal, Already, Ah oui, les pseudos, Chemped, Shaki, Cham, coucou, Shaki, ça va, et Herbzou 201. Alors justement, pour ceux qui nous regardent, Gilles, tu parlais de la MDPH et des autres
partenaires. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, parce que je pense que dans le chat, pas tout le monde connaît ces personnes-là, Bien sûr, bien sûr. ces structures-là, pardon. Donc, la MDPH, depuis, je crois que c'est depuis 2005, la MDPH se veut être le guichet unique. Le guichet unique en réponse à des besoins liés au handicap. Et donc, vous avez dans tous les départements de France une maison départementale des personnes handicapées. Et cet organisme, qui est un organisme public, qui est souvent rattaché au conseil départemental du département, travaille sur l'analyse, l'évaluation du handicap et l'attribution et la reconnaissance de droits. L'accès aux droits des personnes en situation de handicap, aussi bien pour leur vie personnelle, familiale, l'aménagement de leurs habitations, mais aussi pour leurs relations au travail. Et donc, toute question autour du handicap, qui soit, on va dire, que ce soit pour des jeunes ou des adultes, le mieux, c'est de passer par la MDPH, c'est de s'adresser à la MDPH. Mais donc, du coup, est-ce que cette structure, comme elle est rattachée au conseil départemental, il y en a une par département? Ouais. Et est-ce qu'il y a aussi des permanences ou des antennes de la MDPH partout? Parce que nous, notre département, pour le chat, il est très rural. Ah oui, c'est un des départements les plus étendus de France. Ouais. Et donc, nous avons des bassins de vie, des bassins d'emploi. Et heureusement qu'on ne se déplace pas uniquement sur la préfecture de Digne pour pouvoir discuter avec la MDPH. Il y a vraiment un service de proximité sur les principaux bassins d'emploi et dans les maisons France Service. Ok, les maisons France Service. Et Cap Emploi, c'est pareil? Alors Cap Emploi, bien sûr, c'est un service de proximité. Okay. Donc si vous voulez comparer le Cap Emploi et la MDPH, donc le Cap Emploi va travailler en aval de la MDPH. Oui. À partir du moment où la personne est reconnue travailleur handicapé par la MDPH ou par la Sécurité sociale, puisque une rente d'accident du travail, c'est la Sécurité sociale qui l'accorde. Une pension d'invalidité, c'est la Sécurité sociale qui l'accorde. Et nous, à partir de là, on peut commencer à recevoir les personnes et on essaye d'être au plus près de ces personnes. Donc, nous avons un service, et c'est partout en France, qui travaille principalement sur les principales villes, les principaux bassins d'emploi, comme Digne, Manosque, mais on intervient aussi sur le 04 à Sisteron, on intervient aussi à Fort-Calquier, on intervient aussi à Barcelonnette. Maintenant, c'est vrai que notre job étant d'accompagner ou de maintenir en emploi, le principal obstacle, c'est d'être quand même en capacité d'être proche des zones où l'emploi se développe. Donc les zones pures rurales comme Banon, nous on n'a pas de bureau à Banon parce que les principaux débouchés professionnels ne se situent pas à Banon. Pour des personnes qui sont très lourdement handicapées, qui ont des gros troubles moteurs, la question de l'isolement est fondamentale. Il faut vraiment réfléchir avant de se déplacer, avant de déménager. Quand on est en situation de handicap, de faire attention de ne pas trop s'isoler parce que l'emploi ne viendra pas beaucoup à soi. D'accord, ok, on comprend. Aujourd'hui, on va juste revenir à cette semaine européenne et le marathon que tu as fait cette semaine. Alors, tu peux nous dire un petit peu en quoi elle consiste cette semaine et qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Alors, pourquoi une semaine? Une semaine, nous, on travaille 365 jours par an, 52 semaines. Mais à quoi ça sert de faire une semaine de l'emploi des personnes handicapées ou une semaine de l'industrie ou une semaine de... En fait, c'est intéressant qu'il y ait une semaine parce qu'en fait, ça permet médiatiquement et ça engage tout le monde à s'arrêter sur la question. Donc cette semaine-là, effectivement, les entreprises sont un peu plus réactives, un peu plus sensibles à la question de l'emploi des personnes handicapées. L'ensemble des acteurs sont mobilisés cette semaine-là et arrêtent le flot le cours de leur activité, le cours de leur vie sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça aide pour sensibiliser sur la question surtout. Tout à fait. Ça permet en fait d'avoir une fenêtre médiatique de sensibilisation, de communication. Tout à fait. Donc, dans cette semaine-là, de partout en France, on s'arrête et on travaille sur la question de l'emploi des personnes handicapées. Donc, dans les Alpes-de-Provence, il faut savoir qu'il y a énormément d'acteurs autour de l'emploi des personnes en situation de handicap. Étant donné qu'il y a une diversité de handicaps dont je vous ai parlé au démarrage,
le Cap Emploi n'est pas un expert dans tout type de handicap et dans toutes les conséquences de toutes les maladies qui ont pu donner lieu à des séquelles et donc à un handicap. Donc le Cap Emploi fait appel à un ensemble de partenaires. Donc nous avons différents services qui peuvent intervenir par rapport à un handicap en particulier. Donc vous avez des services spécialisés sur le trouble psychique. Donc dans les Alpes-de-Haute-Provence et je crois en PACA, c'est Isatis. Mais dans toutes les régions de France, vous avez la même organisation. Donc vous avez Isatis pour le trouble psychique, vous avez l'Urapeda pour le trouble auditif, vous avez le CRIADV, l'IRSAM pour le trouble visuel, et vous avez différentes autres structures dans le 04, c'est Émergence PACA, qui travaille sur le handicap moteur, dans l'accompagnement des personnes en problématiques motrices et en troubles cognitifs, Émergence PACA aussi. Et dans voilà, ce qui vaut le coup, c'est de savoir que vous avez un organisme principal qui est le Cap Emploi, spécialisé sur l'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi des personnes handicapées, et nous faisons appel à des experts par handicap. Ben on voit justement cette diversité d'experts présents sur le territoire, et j'imagine aussi toute la France, parce que ceux qui nous regardent, ils sont de la France entière. C'est quand même bien aujourd'hui. Comment les connaître, ces experts? Alors le mieux, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. On a essayé de centraliser les informations auprès de la MDPH. Ok, donc, guichet unique. Guichet unique. Ensuite, la multiplicité des acteurs nécessite une organisation, et nous sommes hyper organisés. En France, donc dans le cadre de cette société inclusive, nous avons organisé l'accompagnement des demandeurs d'emploi, puisque là, je ne vous cache pas que la principale préoccupation de l'État, c'est de développer l'emploi des personnes en situation de handicap, puisque la loi de 87 fait 6% de personnes en situation de handicap dans les effectifs des entreprises de plus de 20 salariés, et entreprises et fonctions publiques. On n'est pas à 6%. Donc ça date de 87, on n'est toujours pas à 6%. Donc la priorité sur cette question, c'est bien de développer l'embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises et dans la fonction publique. Donc nous sommes organisés dans une perspective d'inclusion. Nous sommes organisés avec le Pôle emploi, puisque vous savez que le Pôle emploi, c'est vraiment l'opérateur principal d'accompagnement des demandeurs d'emploi, d'accompagnement et d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et donc, nous sommes un partenaire privilégié de Pôle emploi sur cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, depuis 2 ans déjà, nous avons eu un projet de l'État de rapprocher Cap Emploi Pôle emploi, puisque nous étions à côté. Nous étions à côté de Pôle emploi. Certains Cap Emploi travaillaient déjà quand même avec le Pôle emploi en interne, comme à Marseille. Les services de Cap Emploi étaient internalisés aux agences de Pôle emploi. Sauf que depuis 2021, cette volonté s'est vraiment renforcée, et nous utilisons maintenant non seulement les locaux de Pôle emploi, mais aussi tout le système d'information de Pôle emploi. Autrement dit, Cap Emploi, Pôle emploi travaillent ensemble avec les mêmes outils et avec la même boîte à outils surtout. C'est-à-dire que nous avons donc développé une offre de services intégrée. Autrement dit, la France, une société inclusive, permet à une personne demandeur d'emploi de bénéficier, reconnu travailleur handicapé, de bénéficier autant des aides de l'État et de Pôle emploi que des aides de Cap Emploi. Bah ouais, c'est une preuve d'inclusion de faire tout ça. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est intéressant parce qu'en fait, plus de personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pourront bénéficier des services de cette offre de services intégrés et donc des services spécialisés. Le Pôle emploi s'est intéressé et a développé ses compétences sur la partie spécifique qui était portée par le Cap Emploi précédemment. Donc c'est intéressant. Donc ça fait 2 ans, c'est toujours en cours. Donc on fait le pari qu'on sera en capacité de rendre plus de services à plus de personnes en situation de handicap inscrites au Pôle emploi. D'accord. Donc l'inscription au Pôle emploi, qu'est-ce que ça représente? C'est 10% de la demande d'emploi. Pardon, alors ça, un chiffre, c'est difficile. Les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés représentent 10% de la demande d'emploi globale. Donc sur le département des
des Alpes-de-Haute-Provence, il y a 1300 personnes inscrites au Pôle emploi avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, qui sont en recherche d'emploi, qui travaillent à temps partiel, qui sont en formation. Elles demeurent inscrites et notre job avec le Pôle emploi, c'est de les accompagner au mieux de leurs besoins. D'accord. En faisant appel à des partenaires, en faisant appel au monde de la formation et au monde de l'entreprise, au monde économique. Ouais, Puisque bien sûr. l'emploi, c'est le Cap emploi, le Pôle emploi, mais c'est surtout des entreprises. Il faut que les entreprises s'inscrivent dans cette démarche. C'est sûr. C'est bon, ça fait, comme je vous dis, ça fait 25 ans que je travaille sur le 04, donc j'ai pu voir l'évolution de la posture des entreprises et de la volonté des entreprises de recruter des personnes en situation de handicap. Donc, il y a une évolution bien sûr, dans cette volonté. On peut rallumer la caméra. Ah. Donc, et ouvrir la porte aussi, ça me. Une ça caméra me stresse qui quand il y a du s'est vent. éteinte. Ouais, s'il te plaît. Je vais Donc, voir si ça fait. Voilà, nickel. Merci. Parce qu'il y a du vent. Donc, les entreprises, bien sûr. Donc, en fait, comme je vous disais, nous avons des partenaires par handicap spécifique, mais le partenaire essentiel sur une politique publique d'emploi, c'est le monde économique. Donc, dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais comme de partout en France, je pense que les représentants des entreprises, nous, c'est l'Union des entreprises 04, l'UDE 04. Ouais, l'UDE, les entreprises s'engagent. Voilà. Et là, depuis que moi j'y suis, donc elle doit être là avant que que moi j'ai pu travailler dans le domaine. Donc, on travaille ensemble avec les différents présidents de l'UDE, avec les présidents des organismes des chambres consulaires. Donc, tous ces représentants du monde économique sont vraiment engagés dans cette démarche-là depuis énormément d'années. Ouais. Et le président actuel de l'UDE, avant même qu'il soit président de l'UDE, était vraiment très, très engagé et nous avait sollicité parce qu'il était interpellé par la question de l'autisme. Et dans sa vie professionnelle, il n'avait jamais trop côtoyé ce type de profil et dans sa vie perso non plus. Donc, il nous a demandé un peu ce que c'était. Donc, on a participé à une réunion sur l'autisme qui était à Gré-ou-les-Bains. Et à l'issue de cette réunion, on a pu lui proposer 2-3 CV de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui avaient un profil d'autiste. Et une des personnes a été recrutée. Donc c'est une personne qui n'avait jamais travaillé après de haut niveau des études. Il était ingénieur en mécanique, il me semble. Et il a pu être recruté pour la première fois dans une entreprise engagée. Transport Brémont, et Monsieur Long. Oui, Monsieur Long, qui est passé en live d'ailleurs ici, il est passé au studio. Locale. Ouais, c'est une star locale. C'était moi, zut, pour parler, c'était la semaine de transport logistique. Voilà. DJ Long qui avait joué avec nous. Est-ce que vous avez parlé de ça Est-ce que vous n'avez pas raconté cette histoire? Il nous avait pas raconté cette histoire, DJ. Plus, on a joué après un jeu vidéo Eurotruck pour conduire des camions. Et il n'a pas le permis camion. En plus. Ah, c'est bien ça. Mais non, il n'avait pas parlé de cette histoire. Voilà. Donc, il a recruté il y a 5-6 ans une personne qui n'avait jamais travaillé et à un haut niveau de formation. Donc, c'était très intéressant. Après, il est devenu président de l'UDE et donc la bonne parole a été véhiculée. Je peux vous assurer que dès qu'on peut en parler, on en parle. Bah ouais, j'imagine. Donc le monde économique fortement engagé, en tout cas dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'État fortement engagé nous accompagne vraiment sur ces différents événements de la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Et nous a même lancé un nouveau challenge, auquel on a participé lundi. Ouais. Puisque une société inclusive, c'est quand même un emploi pour tous, un emploi pour toute personne en situation de handicap. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a handicap et handicap. Puis moi, face à vous, je suis une personne reconnue travailleur handicapé. Ça doit se voir. Certains, ça ne se voit pas. Mais d'autres, ça se voit beaucoup davantage. Donc, en fonction de la lourdeur du handicap, on peut travailler avec des aménagements, sans aménagement. 90% des contrats de travail sur lesquels le Cap Emploi 04 a été interpellé les années précédentes se faisaient sans aménagement de poste. Donc, recruter une personne en situation de handicap, c'est comme recruter une personne ordinaire, puisque 90% ne nécessitent pas d'aménagement de poste. Donc, il faut s'en souvenir. Oui, d'accord, oui. C'est pas si fréquent que ça, que de dire une personne handicapée, ça va être difficile, il va falloir
Non, pour 90% des contrats, il n'y a pas d'aménagement à faire. Pour une personne autiste, comme on vient de parler, oui, il y a des aménagements à faire, il y a des organisations à faire, il y a de la sensibilisation à faire. Il faut se rappeler qu'une personne qui est sourde, si vous continuez la discussion en quittant la salle, peut-être qu'elle ne va pas vous entendre simplement parce qu'elle ne vous voit pas parler et que si vous n'êtes pas en face d'elle, elle va avoir du mal à comprendre toute la discussion. Donc il y a des handicaps comme ça pour lesquels il faut vraiment faire attention, mais la majorité ne nécessite pas une attention particulière. Bien sûr. Sauf si on est sur des personnes sortant des AT. Donc, et c'est le challenge dont vous parlez tout à l'heure. L'État nous a lancé un challenge là, accompagner des personnes sortant des AT. Alors, qu'est-ce que c'est un ESAT ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? Un ESAT, c'est un établissement et un service d'aide par le travail pour lesquels, en fait, un ensemble d'ateliers ont été mis en place pour permettre à des personnes lourdement handicapées de pouvoir avoir une activité de type professionnel. Alors, une activité de travail. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas salariées. Donc, ce sont des personnes qui sont bénéficiaires d'un service d'aide par le travail. Et donc, l'État nous a demandé de voir si on pouvait accompagner certaines personnes des AT vers un travail ordinaire. Et donc, la semaine de l'emploi des personnes handicapées dans les Alpes-de-Haute-Provence a commencé lundi matin à 9h00 par une table ronde qui a réuni tous les acteurs de l'emploi et les acteurs de l'emploi et du travail protégé. Et donc, nous avons mis en place des perspectives de collaboration et une convention qui est en cours de signature pour favoriser, pour les personnes qui le souhaitent, une passerelle entre le milieu protégé de travail dans les associations comme l'ADAPI, l'UNAPI, la PAJH ou l'ARI, de faire une passerelle entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Donc nous avons autour de la table, bien sûr, tous les acteurs du médico-social, tous les acteurs de l'insertion, mais aussi les entreprises. Ouais. Et donc les entreprises s'engagent. Monsieur Altobelli était présent et il n'était pas du tout inquiet sur cette possibilité de recruter et d'accompagner les entreprises au recrutement de personnes sortant des AT. Donc c'est démarrage de la semaine très optimiste, très dynamique, avec les services de l'État, de la DDE, TSPP. Ouais. Donc voilà, c'était pour commencer la semaine. Donc la semaine s'est poursuivie par le mardi où nous sommes allés faire un atelier d'information sensibilisation au Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés qui étaient inscrits et qui n'ont pas eu encore toutes les informations sur les aides et les mesures. Okay. L'après-midi, nous étions à la Savonnerie de Haute-Provence. Ouais, qui était présente aussi lundi matin. Et, bien sûr. Et donc, Savonnerie de Haute-Provence, nous avons fait avec le Pôle emploi et la mission locale une visite d'entreprise avec une dizaine de personnes reconnues travailleurs handicapés, jeunes et non jeunes. Et là, j'ai appris qu'il y avait eu 2 personnes recrutées. 2 personnes recrutées suite à cette visite. Ben, bravo à ces 2 personnes, mal, hein. Vraiment trop bien. Et j'en ai vu un ce matin avant de venir chez vous. Là, il est passé au bureau nous saluer. Il était très content de... Alors lui, il était plongeur, donc il était travaillant en restauration. Il a bossé pendant 5-6 ans en restauration. Mais bon, la station debout étant un peu pénible pour lui, hein, pour son handicap moteur. Donc là, il a trouvé l'idée de travailler à la Savonnerie de Provence intéressante. Il a fait une test d'une journée et on pense que le contrat de travail va non seulement être signé, mais qui va durer. Génial. Donc c'est pas mal. Ça, c'est trop bonne nouvelle. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, on était après, pareil, mardi, on était aussi à l'Occitane. Donc l'Occitane, comme je vous disais, les entreprises s'engagent. Hein. L'Occitane, tout le monde en France connaît l'Occitane. C'est une des grosses entreprises de cosmétiques. C'est clair. Qui travaillent à l'export. Dans toutes les villes de France, vous avez un petit commerce ou plus ou moins grand. Et dans le monde. Ah ouais, même dans le monde, tout à fait. Vous avez des commerces l'Occitane, même au Japon, vous avez des commerces l'Occitane. Même au Brésil, de partout. De partout. Ouais. Et donc, ils nous ont accueillis dans leur usine et dans leur production, puisqu'ils ont vraiment une forte volonté de promouvoir la diversité ou l'inclusion. C'est les 2 mots qui peuvent permettre de parler de l'emploi des personnes en situation de handicap en entreprise. Et donc, on a passé 3 heures à présenter nos services à toute personne qui était en transit
à l'Occitane, puisqu'on était vraiment dans un point névralgique de l'Occitane, puisqu'on était entre les laboratoires et la production et la cafétéria. Donc toute personne qui allait manger à midi dans la cafétéria de l'Occitane est passée nous voir, et donc on a pu vraiment développer de l'info, de la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Et puis on a mangé ensemble, donc voilà, très intéressant. L'Occitane a mis en place depuis pas mal d'années un atelier spécifique, une chaîne de production, une chaîne de conditionnement réservée aux personnes sortant des ESAT. En ESAT même. Donc les ESAT, hors les murs, les ESAT travaillent dans l'entreprise directement. Donc c'est vraiment une performance industrielle et humaine, puisque c'est deux mondes qui vivaient côte à côte, qui travaillaient côte à côte, et là, ils ont pu internaliser une chaîne de production spécifique sur ce type de profil de personnes, pour lesquelles un aménagement est vraiment nécessaire. D'accord. Ça, c'était mardi. Donc, mercredi, qu'est-ce que nous avons fait mercredi ? Mercredi, nous avons fait en fait une rencontre pluri-institutionnelle, une trentaine d'acteurs du maintien dans l'emploi. Ça, c'est le deuxième axe de travail du Cap Emploi, qui est plutôt que d'aider des gens à retrouver un emploi, on va essayer d'aider les gens à ne pas sortir de l'entreprise. À rester, en fait. À rester donc dans l'entreprise du fait du handicap. Okay. Et donc, nous avons passé une grosse journée à travailler sur l'articulation de ces acteurs, puisqu'il y avait une trentaine de personnes autour de la table, et à essayer d'être précis dans l'identification de qui fait quoi, comment et quand. Donc, parce que plus on est de fous, plus on rouille, mais bon, il faut quand même bien travailler ensemble et coordonner nos actions pour pas faire doublon, pour pas déranger deux fois l'entreprise sur une même question, par exemple. Okay. Après, on est allé à l'école de la deuxième chance. Donc, nous avons dans le département une école de la deuxième chance qui est portée par l'Institut Avenir Provence. Et donc, on a fait un travail de sensibilisation des jeunes adultes qui sont en formation, et pour certains sont en situation de handicap. Donc, pour ceux qui ne le sont pas, ça permet de travailler l'inclusion, la diversité. Et pour ceux qui le sont, ça permet d'avoir des questions très précises, des réponses très précises à leurs questions, à leur avenir. Qu'est-ce qu'on a fait le jeudi ? C'est le jeudi, et là on a travaillé sur la sensibilisation des travailleurs sociaux du conseil départemental. Donc on a fait un travail d'information, de sensibilisation, un peu ce qu'on fait là aujourd'hui. On informe la totalité des publics. Là, c'était vraiment les travailleurs sociaux du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Okay. Puis nous avons animé avec le Pôle emploi un kiosque. C'est une méthode de travail, c'est une organisation du Pôle emploi qui permet en fait de regrouper certains acteurs. Là, c'était les acteurs de l'emploi des personnes handicapées. Et nous étions donc dans une grande salle d'accueil du Pôle emploi, et nous avons invité 150 demandeurs d'emploi à venir nous rencontrer. Donc on a passé l'après-midi à travailler sur ces questions-là. Et j'oublie encore des événements qu'on a réalisés. Je crois qu'il y avait Proman aussi qui avait accueilli une championne de Tout à fait. Proman, on s'aperçoit que les entreprises se saisissent de cette semaine. Oui, toutes les grosses entreprises se saisissent. Alors c'est vrai que c'est dans les Alpes-de-Provence, nous avons 80% de petites entreprises de moins de 20 salariés. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les grosses entreprises sont porteurs de cette volonté de communiquer et de faire des actions proactives sur le handicap. Donc les grosses structures du 04 avec qui on travaille régulièrement, Brémont pour les transports, nous avons Burger King. Burger King est fortement engagé dans le recrutement à Manosque, notamment le recrutement de personnes en situation de handicap. Auchan aussi, Flunch de Manosque, fortement engagé avec M. Chiappa. L'Occitane, bien sûr, Proman, bien sûr, Sanofi, Arkema. Des grosses entreprises. Des grosses entreprises, tout à fait. Elles sont vraiment porteurs d'un dynamisme local très intéressant, quoi. Okay. On n'a pas parlé de la fonction publique, mais l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est aussi dans la fonction publique. Donc, on a reçu un coup de téléphone de la préfecture en nous disant on aimerait bien accueillir une personne dans le cadre de Duodé. C'est ça, ce qu'on avait oublié, je voulais vous dire. C'est que jeudi, c'était le Duodé, la journée nationale de Duodé. Mais c'est quoi Duodé ? Alors, Duodé, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est faire des duos le jour J.
Donc le 23 novembre, pendant la semaine de l'emploi des personnes handicapées, toute entreprise et toute fonction publique qui souhaite découvrir et faire découvrir, on va dire, la question du handicap à ses collaborateurs, sont en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap, demandeur d'emploi ou en recherche d'emploi, afin de se rencontrer, sans engagement autre, afin de se rencontrer. Et donc là, préfecture des Alpes-de-Haute-Provence nous téléphone, nous dit on aimerait bien faire un duodé auprès du préfet. Ah oui, au secrétariat particulier du préfet. Oh bah écoutez, on va essayer de trouver quelqu'un qui est pas inquiet pour aller passer la journée avec le préfet, quoi. Ah, c'est rock'n'roll, hein. Oui. Et donc, parmi l'ensemble de notre fichier, on a pu trouver une personne très intéressée, très motivée. Elle a passé une journée donc, avec les services de la préfecture. En plus, une grosse journée qui était très dynamique. Okay. Mais on a pu aussi faire des duodés avec l'agence de Pôle emploi de Digne, par exemple. Donc, on a fait des duodés, pareil, à l'Occitane. On a fait des duodés chez Proman. On a fait des duodés dans pas mal d'entreprises. Je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été clairement identifiées pendant cette journée-là sur le département. Donc, on aurait pu en faire davantage, puisque c'est une plateforme numérique donc, qui est accessible à tout le monde. Okay. Et là, si vous allez sur Duodé, la plateforme numérique, vous allez trouver pas mal de propositions de duo. Bon, c'est fini, c'était hier. Mais si vous repérez une entreprise qui était prête à faire un duo, je peux vous assurer que si vous la contactez avec un CV pour essayer de travailler ou de faire un stage, il y a moyen de s'entendre, quoi. Ok. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme Duodé. Ah bah c'est bien, c'est bon à savoir, hein. Bien sûr. Donc j'espère qu'en plus cette personne là qui a fait son stage, qui a fait son duodé à la préfecture pourra être recrutée parce qu'il y a une offre d'emploi qui vient de tomber sur secrétaire particulier du préfet. Donc on est. Ah ouais, d'accord. Géraldine, si tu m'écoutes, j'espère que tu seras sélectionnée. on croise les doigts, Géraldine, du coup. Voilà, donc une semaine très riche, très intense, avec beaucoup de partenaires, aussi bien du médico-social que de l'économique, que des institutionnels représentants de l'État. Là, c'est vraiment un marathon, quoi. Ouais, je commence un peu à être fatigué, là, donc je vais me mettre tranquille, je vais m'allonger sur le canapé. Vas-y, Gilles, t'inquiète, bois un petit coup. On va continuer la discussion comme ça. Alors, une semaine vraiment chargée et variée, ça fait plaisir. Oui. Bon, ça fait une paille que ça existe, mais il faut 27e, donc ça commence à dater. Mais c'est vrai qu'il faut continuer. Il faut continuer. Ça, il n'y a pas de limite, en fait. Il faut continuer. Donc, les 6% des effectifs ne sont pas encore atteints. Mais ce n'est pas parce que les entreprises ne sont pas nécessairement engagées, ou les entreprises ou la fonction publique n'est pas engagée dans cette démarche-là. C'est qu'une personne qui est un reconnu travailleur handicapé et qui est demandeur d'emploi, quand elle trouve un emploi avec ou pas le Cap emploi, avec ou pas le Pôle emploi, qui est recrutée par une entreprise et sur un poste sur lequel elle est totalement apte, elle peut perdre son statut de travailleur handicapé. Ah bon ? Puisqu'elle est plus handicapée sur son poste de travail. Ah oui, d'accord. Donc elle n'est plus travailleur handicapé. Elle est handicapée toujours. Si elle est déficiente visuelle, elle est toujours déficiente visuelle. Mais le statut... Et donc, elle peut perdre son statut de travailleur handicapé. Mais elle peut le retrouver si jamais elle quitte l'entreprise. Bien sûr. Donc, il faut qu'elle revienne à la MDPH. Bien sûr. Ok, mais pourquoi faire ça, du coup ? Bien, une personne qui est reconnue travailleur handicapé, c'est bien une personne qui a un problème au regard du poste qu'elle tient. Et si le problème a été compensé, si l'entreprise l'a recruté, a compensé l'environnement de travail, si l'environnement de travail est stable... Si le handicap est stable, on peut faire l'hypothèse qu'il n'y a plus de handicap. D'accord. Donc est-ce qu'on continue ? Ben oui, puisque c'est un peu le principe, c'est d'accompagner le recrutement. Et on s'est fixé 6% pour se dire qu'on continue, même si à un moment donné, on a fait un recrutement qui est très favorable, qui est très positif. La personne peut perdre son statut de travailleur handicapé. Et imaginez une danseuse étoile. Vous avez une danseuse étoile, elle danse avec son tutu là, et elle va au ski, elle se pète le genou. Je peux vous garantir que elle va avoir du mal d'être danseuse étoile professionnelle. C'est clair. Par contre, quand son genou sera rétabli, elle pourra toujours pas danser d'un point de vue professionnel, mais elle pourra peut-être être prof de danse.
Et par contre, son genou, il ne sera pas mis à rude épreuve. Donc, elle était reconnue travailleur handicapé en tant que danseuse étoile. Ah, comme Et en tant que professionnel. prof de danse, son genou lui demande pas autant lui posera pas autant de contraintes. Et donc, elle pourra ne pas être reconnue travailleur handicapé sur son poste. D'accord. C'est ça le statut de travailleur ça. handicapé. Mais alors, c'est la différence. Oui, ce statut, alors, qu'est-ce qu'il apporte concrètement Ah ouais, qu'est-ce qu'il apporte? À quoi ça sert d'aller voilà, je suis handicapé, j'ai un problème pour me déplacer, j'ai un problème pour y voir, pour entendre, pour comprendre ce que l'autre il me raconte. Mon chef il me dit quelque chose que je comprends pas, ou je mets 2 heures pour comprendre et pour faire ce qu'il me demande de faire. Moi je sais que ça pose un souci, mais ça sert à quoi d'être reconnu travailleur handicapé? Ben, ça sert au fait qu'il y a un ensemble d'acteurs qui va pouvoir se mobiliser autour de la problématique au travail. Il va y avoir non seulement un ensemble d'acteurs qui va se mobiliser, mais aussi un ensemble de financements qui vont pouvoir se mobiliser. Donc le statut de travailleur handicapé, de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, permet en fait à des collaborateurs, à des futurs collaborateurs, des demandeurs d'emploi, de bénéficier d'un nombre d'aides importants qui ont évolué. Chaque année, ça évolue, ça change. Alors des aides à l'embauche, financé par l'État ou financé par la GFIP ou financé par le FIPHFP. C'était ma question, financée par qui? Ouais. Donc les aides à l'embauche, c'est ça? Okay. Les aides à l'embauche, c'est où l'État, par les contrats aidés, vous connaissez les CAE, oui. Donc un CAE est éligible une personne reconnue travailleur handicapé est éligible de droit au CAE, quel que soit son éloignement vis-à-vis de l'emploi ou sa durée d'inscription. Ça, c'est les aides de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un CAE? Un CAE, c'est un contrat qui est aidé. Donc, un employeur va recruter une personne, que ce soit un employeur public ou un employeur associatif, vont recruter une personne, mais pour pouvoir recruter cette personne, dans un environnement économique tendu, on va pouvoir lui apporter une certaine aide financière. Et donc, le CAE permet à l'employeur de percevoir 60% du SMIC brut qu'il est en capacité de verser à la personne. Donc l'entreprise se voit aidée pour le recrutement. On fait une baisse en fait, du coût du travail. En contrepartie de quoi, l'entreprise, c'est plutôt une association en général ou un service public comme une mairie, un hôpital local, une mairie, se voit en contrepartie de cette aide financière, se voit dans l'obligation d'accompagner de façon plus précise la personne, le salarié, sur son temps non travaillé, sur des bilans de compétences, sur des formations. L'idée, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir faire évoluer un salarié en insertion professionnelle pour lui donner un maximum de chances et de moyens à retrouver un emploi, non pas aidé, mais un emploi ordinaire dans une dynamique économique ordinaire, quoi. Ensuite, il y a beaucoup d'aides. Il y a un catalogue, je crois que le FIPHFP, qui est le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, je crois que c'est un catalogue de 90 pages, quoi. Donc, vous déclinez la totalité des aides, ça va être un peu dur. Hein. Mais ça va être un peu long pour 1h30. On va les lire maintenant. Moi, normalement, à la fin, je vais mourir, mais donc non, c'est trop. Donc, il y a beaucoup d'aides. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de professionnels pour mettre en œuvre toutes ces aides disponibles et possibles. Donc, par exemple, il y a des aides à l'aménagement de situation de travail. Même tout à l'heure, je vous disais que ce n'était pas vraiment la majorité des contrats de travail. Oui. Mais par exemple, si vous avez été peintre pendant 20 ans à peindre les plafonds, je peux vous assurer qu'au bout de 20 ans, vous allez avoir des épaules un peu abîmées. Et donc, nous, on a pu participer au financement d'un appareil qui s'appelle un exosquelette, qui permet en fait d'avoir pas le poids des bras sur les muscles, sur la musculature, sur le squelette, et donc permettre à un peintre de continuer à peindre sans pour autant qu'il ait des efforts à réaliser. D'ailleurs, petite dédicace à Yann de Ergo Santé qui est venu passer faire un coucou en live. Yann. Parce qu'on était en live avec le BTP entre filles et il était passé nous dire bonjour et il est venu un peu communiquer sur justement ce qu'il propose sur les exosquelettes. Voilà, donc si tu nous regardes, Yann, bonjour. Ah oui, tu vas nous voir de toute façon. On va t'envoyer la vidéo. On va t'envoyer la vidéo. Donc, pareil pour les mécaniciens. Pareil pour les mécaniciens qui travaillent sous un pont élévateur, sous la voiture. Donc, problème de nuque. Il y a des repose-nuques qui permettent en fait d'avoir un confort de travail. Donc,
Pareil, on aurait pu penser pour une coiffeuse aussi. La coiffeuse, elle passe son temps à s'agiter avec les bras. Bon, c'est pas très esthétique parce que c'est un truc c'est un peu squelettique externe, un peu transformer, mais sur le principe, c'est quand même vachement utile d'avoir une assistance motrice, Bien quoi. sûr. Ben, même ici, hein, en mission locale, nous sommes enfin, on a des fauteuils adaptés. Ouais, fauteuil ergonomique, Oui, adapté, c'est ça. tout à fait. Pour certains salariés et puis enfin, pour certains conseillers. Mhm. Et aussi au niveau du clavier, des souris Tout à qui fait. sont en hauteur, tout ça, c'est Ergo Santé qui nous Ouais. a fourni le matériel. Et du coup, on a, parce que mine de rien, dans le tertiaire et Bien il sûr, y a énormément de problèmes de dos à la fin, des tout problèmes. à fait. Et nous-mêmes, tous les employés, on est Ouais, bien. le handicap au travail concerne tout le monde. Ça concerne, Oui, en la fait, personne c'est ça, handicapée, ouais. c'est pas l'autre. En fait, c'est toi bientôt. En fait. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas né avec un handicap ou si tu n'as pas développé un handicap dans ta jeunesse, et ça doit être, à mon avis, c'est 30% des personnes avec qui on travaille. C'est plutôt des personnes, 70%, c'est plutôt des personnes qui ont acquis un handicap Oui, au cours de leur vie, soit par un accident, soit par une maladie, soit par une usure prématurée C'est de ça. l'organisme. En fait, on est tous concernés par le handicap à un moment donné ou à un autre. mais quoi. Et- complètement. C'est ce que on nous disait à Mm. la fin, quand tu travailles dans un bureau, tu as Ah bah oui. forcément des soucis au niveau des poignets, tout ça. Mm. Ceux qui travaillent dans l'amiante, aujourd'hui, ils ont la retraite un peu plus parce que ils sont. Eh oui, les conséquences sont d'une dramatiques. exposition à des produits. Ouais. On connaît tous des maçons Mm. qui bien aujourd'hui sont à la retraite, ils n'en peuvent plus avec Ouais. le dos. Les Bah, carleurs qui ont les genoux cassés, qui ont les genoux Ouais. brisés, Ouais. bien sûr. Donc, intéressez-vous à la question du handicap parce que ça concerne tout le monde. En fait, ça concerne tout le ça monde. concerne c'est tous les employeurs, ça concerne tous les salariés. ça. Bien sûr. Donc après, on ne parle pas de handicap lourd acquis inné de type trisomie 21, de type ou un trouble psychique qui se serait déclaré comme une schizophrénie par des bouffées délirantes à 18 ans avec usage ou pas de stupéfiants. Mais on n'est pas sur ce type de handicap. La majorité sont, je vous dis, c'est à mon avis, c'est du 70%. La majorité sont des handicaps qui sont plutôt acquis au cours de la vie professionnelle, quoi. D'accord. En lien ou pas avec le travail, mais quand même, quoi. Et Elle a- pour les handicaps que vous venez de Ouais. citer, plus dur à l'insertion, j'imagine. Oui. Alors oui. là, Donc, quelle solution en fait Donc, ce qu'on a vu pour des personnes qui sont porteurs de trisomie 21, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on me parle, parce que c'est pas trop notre public, que je vous ai dit. Ouais. On est en train là de travailler, notamment à la mairie de Château-Arnoux, ça avait recruté il y a quelques années une jeune femme qui avait fait sa scolarité en IME et avait recruté une jeune femme qui présentait un handicap assez sérieux, hein, de type trisomie 21, je crois, hein, et qui nous a montré que c'était possible. C'est possible. La mairie, avec un engagement de l'ensemble des acteurs, des fonctionnaires, des agents de la mairie, ont permis la possibilité à cette personne de s'épanouir, de travailler. Ça a été difficile, c'est reparti, c'est arrêté, c'est reparti. C'est la vie professionnelle, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est possible. Voilà. Donc, oui. Je connais essaye- d'ailleurs dans cette Ouais. mairie quelqu'un c'est d'elle dont on qui parle. vient Ah. de l'IME également. Non, c'est un une autre. monsieur. Ah, un monsieur, d'accord. De 37 ans, du Ouais, coup, d'accord. aujourd'hui. Ouais, Ok. voilà. Ah oui, Ça fait je crois que ça fait une dizaine d'années qu'il travaille là-bas. Ouais. On a beaucoup travaillé avec la mairie de Château-Arnoux. C'est Monsieur Martellini à l'époque. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Toutes les mairies, mairie de Manosque, mairie de Digne, Sisteron aussi. On a fait beaucoup de placements. Barcelonnette. Donc il y a vraiment un engagement très intéressant localement, quoi. Donc, voilà. Oui. Bon, je n'ai pas travaillé ailleurs, mais Oui, on peut penser que c'est la même chose. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est un département qui est très vaste avec 160 000 personnes. Je ne dis pas qu'on se connaît tous, mais quand même, on est en capacité d'identifier davantage les personnes que si elles étaient perdues dans l'anonymat de Marseille où il y a 800 000 personnes. Oui. Après, les enjeux ils sont différents selon le territoire. Hein. Même en mission locale, on le voit avec nous, ceux qu'on accompagne, ils ont entre 16 et 25 ans. C'est pas les mêmes enjeux qu'en plein Marseille, quoi. Bien sûr. Là, on a l'enjeu de la mobilité déjà, on en reparle, hein, mais Oui. ça revient tout le temps, c'est le cas. Tout à fait. Même pour nous, on a été confrontés effectivement à des personnes qui étaient dans l'incapacité de passer le permis de conduire. Ouais. Et donc, la mobilité sans permis de conduire dans un environnement aussi vaste et rural pose question. Donc, on a essayé de développer des moyens de se déplacer sans le permis. Donc, pour certaines personnes, on a pu financer des véhicules sans permis.
Je me souviens d'avoir financé un quad pour une personne de petite taille. Ouais. On a financé une voiture sans permis, une voiture électrique. On a pu travailler même sur des trottinettes électriques d'une personne qui travaillait dans un environnement qui était tellement vaste elle avait des problèmes de déplacement, de motricité, des problèmes de jambes. Ouais. Et on a financé une trottinette électrique pour se déplacer dans son propre environnement de travail. Mais qui ont? Alors, qui ont si c'est dans le secteur privé, c'est la GFIP, donc l'Association de gestion des fonds liés à l'insertion des personnes handicapées, qui est née de la loi de 87 et qui est née en fait de la contribution des entreprises qui n'ont pas 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. À partir du moment où il y a une loi et il y a eu, la mise en place d'outils, l'outil principal, c'est plutôt d'aider au recrutement avec le Cap Emploi. Mais notre outil qui était très intéressant, très important, c'est que des entreprises qui n'ont pas 6% se voyaient contribuant à la GFIP. Et donc verser une contribution financière à la GFIP pour participer, selon cette modalité-là, à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, elle finance des actions pour d'autres entreprises qui s'engagent sur le recrutement. Donc, ça, c'est la GFIP. Et le FIPHFP, c'est pour les fonctions publiques. Donc, les fonctions publiques, il y en a 3. On se rappelle la fonction publique de l'État, tout ce qui est éducation nationale, tout ce qui est police, tout ce qui est les gros services de l'État, le trésor public. Ensuite, vous avez la fonction publique hospitalière, les hôpitaux, les centres hospitaliers. Et vous avez la fonction publique territoriale. Et donc là, c'est les mairies, les communes, les comités de communes. Okay. Et donc, ils sont dans cette démarche aussi de recrutement. D'accord. Aidés par le FIPHFP. Ok. Et moi je trouve qu'avec tout ça, on a une vue un peu plus. Ça permet d'éclaircir sur beaucoup de points, notamment. J'espère. Parce que c'est vrai que moi j'étais ignorante un petit peu de. C'est un monde, hein, c'est un monde. Franchement, c'est un monde. Je sais pas toi, Mike, mais moi j'ai mieux compris. Même pour les personnes concernées, c'est compliqué parfois. Je sais que le jour où j'avais reçu ma RQTH, c'est la reconnaissance de qualité en tant que travailleur handicapé. Et je n'avais aucune idée d'à quoi ça allait me servir. À quoi ça sert. Et j'avoue que j'ai eu un bon gros de flou avant que justement qu'il y ait ma psychiatre et d'autres qui ont pu m'expliquer à quoi ça allait me servir et vers quel organisme me diriger pour mon insertion dans l'emploi. Mais j'avoue que ça fait du bien vraiment de voir que ça se démocratise de plus en plus et que qu'il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent un peu partout dans la plupart des régions pour nous aider à se professionnaliser, et ça fait plaisir. Alors malgré tout ce qu'on fait, c'est pas facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Hein. Il y a toujours plus de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés que de demandeurs d'emploi ordinaires. Enfin, il n'y en a pas plus, mais ils restent plus longtemps au chômage. Les personnes bénéficiaires du statut de travailleur handicapé restent plus longtemps au chômage. En général, elles sont moins qualifiées. En général, elles ont plus de difficultés de mobilité. Et même si ça touche 50-50, il n'y a pas de différence de genre là, aussi bien des hommes que des femmes. Malgré tout, c'est plus difficile de retrouver un emploi avec le statut de travailleur handicapé. Quand on a un statut de travailleur handicapé. Alors, ce n'est pas à cause du fait qu'on ait un statut de travailleur handicapé, mais c'est qu'il y a des freins. Il y a plus de freins pour trouver un emploi qu'une personne dite ordinaire, quoi. Donc il y a actuellement sur le département, je crois qu'il doit y avoir 8 ou 9% de demandeurs d'emploi qui sont travailleurs handicapés, quoi. Ok. Donc moi j'invite vraiment toutes les personnes qui se sentent concernées par une limitation dans leur activité professionnelle, un frein, ils rencontrent un frein, à solliciter la MDPH et voir ce que la MDPH peut leur proposer. L'objectif, c'est qu'on est dans une phase qui était plutôt ascendante sur l'emploi. On était plutôt dans une phase de relance économique après l'arrêt brutal de l'économie dans les années 2021. Là, il y a vraiment une reprise, une relance économique et il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont dits en tension, en fait, qui sont en recherche de candidats. Donc on entend parler beaucoup de la restauration, on entend parler de l'industrie. Donc on est vraiment dans une phase intéressante pour penser que on a sa place, on a sa carte à jouer, quel que soit son profil, quel que soit le handicap dont on est porteur.
Et là, c'est le moment de taper à la porte des entreprises et de ne pas avoir peur de. Alors, c'est pas un diplôme, hein, le statut de travailleur handicapé. En fait, c'est des emmerdes perso. C'est pas un diplôme, donc l'entreprise, c'est pas là-dessus qu'elle va vous recruter. Mais si vous avez des compétences, si vous êtes en capacité de valoriser vos savoir-faire dans n'importe quel type de domaine d'activité, les portes sont ouvertes. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Moi, d'expérience, je vais vous donner un truc un peu original. Je rencontre un gars qui a eu un crash d'avion. Il s'est crashé, il était pilote d'avion et il s'est crashé. Donc, je crois que c'est en Guyane. Donc, X années après, il se rétablit et il souhaite continuer. Il souhaite reprendre le vol. Waouh, il était en fauteuil roulant, le gars, quand même. C'était un avion de ligne ou un avion C'était un avion d'épandage. Ok. Donc, il était en Guyane, il faisait de l'épandage de produits phytosanitaires. Des pesticides dégueulasses. Ouais. Donc, il s'est craché. Donc, en plus, c'est un Château-Arnoux. Il est local de Château-Arnoux. Ok. Et donc, on l'a aidé à repartir sur un projet professionnel dans le monde de l'aviation. Et donc, il me semble qu'on a participé au financement de l'aménagement d'un avion pour qu'il puisse voler sans les pieds, sans utiliser les pieds. Et vous savez qu'une voiture, vous avez des commandes au volant si vous ne pouvez pas utiliser les pieds. Vous avez toutes les commandes, les vitesses automatiques ou les commandes au volant. Un avion, on a financé la conception et l'aménagement d'un avion pour qu'il puisse voler en utilisant uniquement les commandes à main alors qu'il y avait des commandes au pied. Waouh, Bien sûr, il a fallu tout un ensemble d'homologation. Ouais. Mais non seulement on l'a fait une fois il y a une dizaine d'années, mais on l'a refait une fois il n'y a pas longtemps à Barcelonnette. Ça, c'était à Pour un avion aussi. Ça, c'était sur un planeur. Tout à fait. Un planeur. Est-ce que ce serait pas le planeur qu'on voit à chaque fois? Alors, il y a plein de planeurs qui volent dans les Alpes de Provence. Oui, on a le centre national, donc à côté, le centre de vol à voile. Et donc, le gars avec, lui, il était en fauteuil roulant aussi sur Barcelonnette et on a financé un Segway. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Segway. Là, c'est le tout-terrain. On a financé un Segway tout-terrain. En fait, il passe de son fauteuil à une plateforme avec 2 roues et avec l'équilibre, ça lui permet d'avancer et de reculer en terrain accidenté. Et donc, il était en capacité de se déplacer sur le terrain d'aviation qui était accidenté. Ça lui permettait de tirer son planeur avec son Segway, de le positionner et de monter dans le planeur et de se faire tracter. C'est incroyable. Donc, c'était pas mal. Hein. Ah ouais. Et là, pour en Guyane, la personne, est-ce que ça a mis combien de temps pour mettre en place ça prend énormément de temps puisqu'il y avait des problèmes de législation sur un avion. On ne vole pas avec n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est assez exceptionnel. Donc, mais c'était pas le premier. Et donc, c'était pas le premier. Et je me souviens avoir rencontré une nana, une quarantaine d'années, qui nous avait fait parler de son expérience. Elle était dans un avion privé, donc c'était pas un avion de ligne. Ils étaient 5-6. Ça a été la seule survivante du crash. Oh putain. C'est joyeux tout ça. Ouais. Elle était elle-même en fauteuil. Et maintenant, elle a réappris à faire de l'avion en fauteuil. Et je crois qu'elle est championne d'acrobatie en avion. Et elle est conférencière et elle transmet cette expérience-là. Incroyable. La vie, c'est possible. Hein. C'est possible de faire des choses extraordinaires malgré le handicap. J'imagine après un crash d'avion, comme on doit être traumatisé. C'est chaud. Essayez de la retrouver sur le web. Une nana qui s'est crashée en avion et qui est redevenue pilote et championne d'acrobatie. Et en plus d'acrobatie en avion, quoi. Exceptionnel. C'est quand même fou, quoi. Il faut l'inviter, il faut qu'elle passe à la télé. Ouais. En tout cas, ça arrive à montrer que même s'il y a des bas, même si vous êtes en situation de handicap, que ce soit par rapport à un accident ou autre, qu'il y a toujours moyen de se relever, en tout cas même d'avancer un minimum. Bien sûr. Ah oui, non, mais le handicap, c'est qu'un paramètre dans une vie. Si on ne peut pas s'arrêter à ça, on ne va pas se morfondre. C'est pas facile, mais il y a des solutions qui sont exceptionnelles. Donc, je ne vous parle pas de 90% des gens handicapés qui retravaillent sans aménagement de poste. C'est facile, on ne les voit pas, on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font. Mais, donc ça, c'est la majorité de notre travail. Mais nous, on se rappelle qu'il y a vraiment des handicaps lourds qui donnent lieu à des belles histoires. Dans le 04. Alors ailleurs, avec une si faible population, je peux vous dire qu'on peut en trouver de partout en France. Et rappelez-vous, je crois qu'à la télé... Je crois qu'il y avait un cuisinier qui est devenu célèbre grâce à une émission de télé et qui avait un bras en difficulté, quoi. Donc il y a pas mal de choses de possibles, quoi. Ah oui, il y a des parcours impressionnants. Il n'y a pas de limite financière.
Là, j'ai participé au financement du réaménagement d'une chèvrerie dans les Alpes-de-Provence. C'est quoi une chèvrerie? Ils font pousser des chèvres. Ils élèvent des chèvres. Alors, il y a plein d'arbres de chèvres. Ils élèvent des chèvres. Ouais. Et donc, le gars a pu bénéficier, je crois, de 300 000 euros d'aide financière pour aménager sa chèvrerie, pour la traite mécanique, pour le nettoyage de l'étable. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment de limite financière à la compensation du handicap. D'accord. Maintenant, il y aura toujours un partage financier. Oui, il y aura forcément toujours des partages financiers. Mais il y a vraiment des possibles, quoi. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser que c'est possible, quoi. Donc moi, j'engage vraiment à délirer sur des perspectives qu'on pourrait penser non réalistes ou non réalisables, mais non, c'est possible, il faut y aller. Et dans les Alpes-de-Provence, l'équipe avec laquelle je travaille, parce qu'on est une quinzaine, ils sont vraiment en capacité d'inventer des solutions et de travailler sur des situations bizarres. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Plus c'est bizarre, plus le challenge est intéressant. On a envie de savoir. T'as pas des anecdotes un peu alors, tu nous as raconté pour les avions, tout ça. L'avion, la chèvrerie, non, on a des belles situations. Hein, une personne qui a eu un problème de santé, qui était sur une chaîne de production tout simple. Hein, elle mettait des boîtes, du parfum dans des bouteilles, 7 bouteilles dans des boîtes, et ça partait sur une chaîne de production avec une cadence qu'il fallait respecter. Et donc la personne, suite à ses problèmes de santé, ne pouvait plus avoir la même cadence. Donc, et l'entreprise posait la question de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire, parce qu'en fait, ils voulaient garder le salarié. Ça faisait 10 ans qu'elle était dans l'entreprise. Donc, on est intervenu dans l'entreprise, dans la chaîne de production. On a donné des solutions ergonomiques pour modifier la chaîne de production, donc de l'industriel. Ouais. Et l'entreprise s'est posé la question, parce que la GFIP peut participer à hauteur de 50-70%, mais quand il y a 50, 100 000 ou 200 000 euros en jeu, c'est pas gagné. Donc l'entreprise, dans sa stratégie, s'est dit, si je contribue à l'aménagement de la situation de travail de ma chaîne de production, je pourrais aussi développer d'autres marchés, parce que je vais moderniser ma chaîne de production, je vais la mécaniser, je vais l'automatiser. Et en fait, l'entreprise a saisi l'occasion d'un cofinancement à GFIP pour développer sa chaîne de production. Pour optimiser toute sa chaîne. Pour optimiser sa chaîne. Et l'entreprise, c'est Nicolosi Création. Donc je vous dis bonjour, c'est Elia, qui est sur Manosque maintenant, et qui est une entreprise qui est en fort développement, quoi. Donc il y a vraiment des très belles histoires. Hein. Nicolosi, c'est pas celui qui font des cosmétiques. Cosmétiques, oui, c'est ça. Ok, d'accord, qui est passé à la soirée de l'UDE. Ouais, c'est ça. C'est une pépite. Ouais, c'est ça, les pépites de l'UDE. Ah bah oui, alors... donc, on avait aussi à Vomeil, donc c'est un village qui n'existe pas sur l'échiquier national. Vomeil doit avoir 8 habitants à Vomeil. Ah, mais c'est vrai, dans les Alpes-de-Provence, il y a des villages... On a plein de petits villages, pour ceux qui nous regardent. Là, vous avez une entreprise qui fabrique des hélices d'avion en carbone. Et trouver du personnel qui sache fabriquer des hélices d'avion... à Vomeil, je vais vous dire. Il y a 3 chèvres, tour, je pense. Il faut se lever tôt. Et puis, nous, dans notre activité de Cap Emploi, on reçoit une personne qui était maçon, et son organisme avait vraiment été très, très abîmé. Les genoux, les hanches, les épaules. Mais elle avait développé à côté, puisque pendant son temps de convalescence, elle a développé d'autres habiletés professionnelles. Et elle avait vraiment ces habiletés professionnelles nous avaient laissé entendre qu'elle avait une minutie, une rigueur technique. Et donc, au bout de 6 mois où elle ne trouvait pas d'emploi parce qu'elle avait trop de contraintes physiques, on s'est souvenu de cette Electravia, je crois qu'elle s'appelle cette entreprise, à Vomeil. Est-ce que vous pouvez aller à Vomeil ? C'est pas à côté Vomeil, hein, c'est à côté de rien d'ailleurs. Hein. Mais allez, on fait un test. Eh bien, l'Electravia a recruté une personne qui n'avait jamais travaillé dans le monde aéronautique, qui avait travaillé 20 ans en bâtiment, en maçonnerie. Et c'était un des meilleurs ouvriers parce qu'il fallait être hyper minutieux dans la dextérité pour la création et la fabrication d'hélices d'avion en carbone. Voilà, c'est un truc improbable. C'est possible.
C'est fou. Content de l'histoire. Non, mais ouais, j'adore. Ça fait plaisir. C'est quand même dingue, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on fait notre job. Hein. Et ouais. C'est et ouais. parce que on sait que c'est possible et qu'on a des très très belles réussites. Quoi. Bah ouais, bien sûr. T'inquiète, surveille. Ah, c'est juste que j'ai éteint le téléphone sans faire gaffe. T'inquiète, À force de je cliquer guette dessus. l'heure, Est-ce t'inquiète. qu'on est à la bourre? Quelle heure il est Non, 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 ça ça va. Est-ce que tu veux poser la question du Gogolaki Alors, il y a en général, en fin d'émission, la personne avec qui je fais ce genre d'émission aime bien poser une question à l'invité, histoire un petit peu de finir sur une note un petit peu sympathique. Allez, bah Non. quoi, j'ai pas été sympa jusqu'à présent. Non, mais- Non, c'est pas sympa du tout. Non, mais pour une note un peu plus légère. Oh. Et c'est... Ah, moi je suis pas un mec léger, moi. alors du coup, de base, c'est la question du jockey, mais du coup, ben, Oh, le vu jockey que c'est t'es moi, pas là c'est la question du aujourd'hui. Gogolaki. Toi qui vas te prendre un pain, c'est ça? Non. C'est en gros, du coup, est-ce qu'il y a un film ou une série, une œuvre, n'importe laquelle, même un livre, qui t'a marqué vraiment et qui... Ah ouais, un truc. pas forcément... C'est pas obligé d'être par rapport au handicap, hein, c'est vraiment... D'accord. Ah, il y a qui Intouchable, t'a marqué c'est fabuleux. personnellement, tu vois. Ah, Oui. intouchable. Fabuleux, ah, exceptionnel. Bon, c'est très rare hein, ce type de situation, mais c'était sympa. Après, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est deux trucs vraiment. Mais c'est pas sympa, c'est pas cool. C'est Black Mirror. Bah, c'était Ça- ce que. Impressionnant. Ouais, c'était ce que un réalisateur a pu nous montrer de nous-mêmes dans une société de 2020, quoi. Donc voilà ce qu'on allait pouvoir devenir si on continue à utiliser l'intelligence artificielle sans trop de déontologie ou d'éthique selon les métiers. Donc il y a Black Mirror et oui, il y a The Knick. Ah, je ne connais The pas ça. Knick, voilà, personne connaît The Knick. Ah ben C'est raconte-nous ce dommage. que c'est alors. C'est en fait, c'est pire que Black Mirror. C'est l'histoire de la médecine et l'histoire de la chirurgie, surtout de la chirurgie moderne. Autrement dit, c'est l'histoire d'un hôpital new-yorkais en 1900 et vous allez découvrir comment s'est développée la chirurgie moderne. Autrement dit, comment on pouvait penser guérir des gens qu'on avait commencé à amputer par les guerres, toutes les histoires, et comment on a réussi à comprendre que avant la médecine, il y avait l'hygiène, qu'on a commencé à sauver des femmes d'accouchement Ouais. qui se passaient mal, simplement en se lavant les mains. Donc The Knick, vous voyez, alors c'est sordide, attention, c'est 1920, vous allez voir des amputations, vous allez voir des opérations, des césariennes, c'est la première césarienne 1920 ou 1917, je crois, qui a été réalisée à New York. C'est rock'n'roll. Ouais, ok, d'accord. The Knick. Ok. C'est pire que Black Mirror. Ouais, mais ça m'intéresse trop de Yes. regarder ça. Hein. Moi, je l'ai ça, vu, ça, j'étais en train de me faire opérer, j'ai pas, Ah bah d'accord. Oui, enfin, j'ai pas fait le bon choix au bon Ouais, moment. nickel quoi. Ouais, je vous cache pas, c'est pour ça que je m'en souviens bien. en termes de timing, elle est peut-être mieux. Allez, jusqu'au Ah non, bout. mais l'horreur. Oh, putain. Et toi, Mike, par rapport justement à ta vie, est-ce qu'il y a des séries et des films qui t'ont un peu inspiré ou marqué? Par rapport à l'handicap, il y a bien évidemment Intouchable que j'ai beaucoup aimé. Mais je sais que s'il y a une série qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, surtout avec la perception de mon handicap et de la confiance en soi et son estime de soi surtout, c'est la série Steven Universe, une série d'animation qui traite, je trouve, très bien de ce genre de problème. Et en gros, c'est, pour vite fait résumer la série, tu suis les aventures de Steven, du coup, qui vit dans un monde assez spécial. Tu vois, genre, t'as des sortes de gemmes de cristal qui sont des sortes d'extraterrestres cailloux bizarres. Ouais. Mais en gros, il vit beaucoup d'aventures avec eux. Et notamment, il y a beaucoup de thématiques qui viennent, notamment le fait de perdre un parent. Comment est-ce que tu fais quand tu n'as jamais connu ta mère ou ton père? Comment est-ce que tu fais pour gagner la confiance des autres? Même comment est-ce que tu gères une relation toxique? Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que tu fais pour pardonner aux autres ou même juste pour avancer sans forcément leur pardonner? Et plein de trucs comme ça qui étaient très intéressantes. Et notamment sur la fin de la série, tu as eu genre Steven du coup qui avait bien grandi entre quelques saisons et où il a aidé littéralement à sauver l'univers
Mais à la fin, tout le monde était sauvé, tout le monde était content et avançait dans leur vie, sauf lui, parce que il a aidé tout le monde, mais il s'est jamais aidé lui-même. Ah oui. Et ça, c'est un moment pas où j'ai mal. beaucoup aimé dans la série, qui m'a beaucoup aidé. Quand même encore maintenant, je la regarde et je chiale devant, parce que je suis un peu émotif là-dessus, mais parce que je sais pas, le fait de toute la série, toute la fin de la série tourne autour de comment est-ce il avance maintenant qu'il a pu aider tout le monde, et comment est-ce qu'il accepte enfin qu'il va mal et que ben s'il veut aller bien, bah, il faut arrive à accepter qu'il va mal et qu'il a besoin d'aide au minimum extérieur. Et c'est vraiment intéressant de voir comment l'évolution de cette série, qui était vraiment très cool, qui d'ailleurs est très belle et avec de magnifiques musiques aussi. Tu dis qu'il accepte qu'il va mal. Euh, Est-ce qu'il y en a... Enfin, c'est une grande étape dans sa vie Ah ouais. d'accepter. Ça, Et on les accompagne c'est une aussi, étape pour beaucoup de monde en général, Ouais, c'est principalement clair. pour le handicap. C'est arriver à accepter que tu as un problème. C'est pas forcément en mode que quelque chose va mal, enfin quelque chose ne me tourne pas rond chez toi, mais qu'il y a quelque chose qui a un problème en tout cas, Colle pas. que ça colle Quelque pas. chose qui colle pas. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup. Je sais que moi, quand j'étais au collège, c'est vraiment là où mes problèmes ont commencé à se manifester. C'était compliqué à savoir qu'est-ce qu'elle n'avait pas. Pour moi, j'étais en mode juste, c'est juste moi qui dois avoir la flemme ou qui n'aime pas forcément. Juste des problèmes que si je me fais plus d'efforts, ça marche. Sauf que ben, ça n'a pas marché pour le coup. C'est pas si simple. C'est la fou. vie. Ouais. C'est fou. C'est comme si tu étais amputé de la jambe. Tu dis, oh, si je cours plus vite, ça devrait aller. Non, Ouais, non, en fait, c'est pas la ça, jambe, comme elle n'est pas là encore. ça. Ok. Mais c'est vrai, le fait d'arriver à bien être entouré, et bah, comme l'entièreté de ton travail qui est, je trouve, remarquable, c'est vraiment d'arriver à accompagner ces personnes-là qui ont un truc important, parce qu'on n'a pas forcément Mais là, ce que tu l'idée dis, de où aller. ce que tu dis là, c'est important. Une personne en fauteuil roulant, c'est l'image qu'on avait du handicap. C'est ça qui vient. Donc moi, je vous donne des belles histoires qui arrivent. C'est du sérieux, les noms. Mais le plus difficile, c'est d'accompagner le handicap invisible, Mm. parce que ça se voit pas. La personne sourde, en fait, vous savez qu'elle est sourde, vous voyez qu'elle a un appareil, mais comme elle vous répond de temps en temps, vous allez l'oublier. Et ça se verra plus. Mais une personne qui n'a pas ce problème de jambe, qui n'a pas ce problème de bras, et qui est dans un rapport à l'existence difficile, eh ben c'est eux qui sont les plus difficiles à identifier et à Mm. accompagner. Parce que ça se voit pas. Et donc, il y a un gros travail à faire sur le handicap invisible. Dans les Alpes de Provence, l'association Cœur Lavande a fait un séminaire sur le handicap invisible. Et il s'avère que c'est notamment scolaire, la période scolaire pour les personnes, pour les jeunes qui présentent un handicap, ou enfin qui présentent pas trop, justement, parce que ça se présente pas, qui sont porteurs d'un handicap invisible, ben pour eux c'est le plus difficile, quoi. De faire entendre à quelqu'un qu'il y a quelque chose de différent. Et on ne sait pas quoi, on ne comprend pas quoi. Identifier cette différence. Donc sur Manosque, il y a des professionnels. Aujourd'hui, vous avez entendu qu'il y avait des professionnels. Mais n'oubliez jamais qu'il y a des bénévoles. Des bénévoles, c'est quoi la différence entre un professionnel et un bénévole ? Souvent, le bénévole est concerné au plus profond de lui-même par la chose qui vous concerne aussi. C'est pas un fonctionnaire, un agent, un opérateur, un salarié, un collaborateur, même engagé, n'aura pas le même vécu, le même engagement. Donc n'oubliez pas que le monde associatif, c'est lui qui a fait évoluer les mentalités en France, c'est lui qui a fait évoluer la société française depuis 1901. C'est vraiment le monde associatif qui a porté la question du handicap au plus haut sommet de l'État, pour que l'État s'en saisisse. C'est vraiment, là on parle des personnes autistes, on parle des personnes en souffrance psychique, le monde associatif est fondamental. Voilà. Le souci, c'est qu'on peut être isolé et on peut passer à travers tous les radars des institutions, comme l'enseignement, enfin les profs ou le service de santé du collège, du lycée, l'infirmière scolaire, qui est là une fois tous les 15 jours, quoi. Donc c'est vraiment l'enjeu actuel, c'est travailler sur le handicap invisible précocement, trouver, identifier les jeunes en souffrance invisible. Donc bon courage à toi, garçon. Merci. Si tu peux évoluer et que on puisse te donner des solutions, on puisse te donner des. Je dis pas que c'est facile, je dis qu'il y a des solutions qui existent, et sur certains types de handicap, comme la danseuse étoile, c'est facile. Maintenant elle devient prof, ça passe. Mais quand on est porteur de handicap invisible et qui est durable, que l'on porte, ça reste quand même compliqué sur
les 30 ou 40 prochaines années de vie professionnelle, c'est clair. Merci beaucoup. Ça fait une petite note positive. Ah bah c'est cool, c'est rare que je sois positif, mais yes. Moi quand même. J'ai pas l'heure. Il est quelle heure? Il est midi et quart. Eh ben, Ah oui. sur quoi est-ce qu'on pourrait terminer? En vrai, je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on parlait un peu de qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur les films et les séries, et vous avez une certaine si. critique sur certains... Qu'est-ce que tu penses de l'inclusivité par rapport au handicap dans les films et séries d'aujourd'hui? Alors, l'inclusion, moi je parle L'inclusion, d'inclusion. ouais. Oui, Alors l'inclusion plutôt. l'inclusivité et l'inclusion, ça doit être vraiment deux notions différentes. J'ai pas travaillé l'inclusivité, mais l'inclusion, non, ça apparaît très peu, quoi. C'est très peu. Donc je me souviens moi avoir vu une série américaine quand j'étais gamin où il y avait un gars qui pouvait laisser penser que maintenant on parlerait d'autisme. C'est un gars je sais pas, il faisait des enquêtes, mais tu vois, j'ai oublié, je crois que c'est Monk. Oui, Ah oui, Monk. Monk. Donc il avait une conception un peu différente des autres et il trouvait des solutions grâce à cette conception un peu différente. D'ailleurs, tu vas voir un film qui va sortir dans pas longtemps sur Monk, justement, Ah bon des années après. Ah oui, d'accord. Ok. La série, je regardais beaucoup avec ma grand-mère, justement. Oui. Je savais pas que c'est une série culte quand même alors, parce que si Ça- un film de ça, ça oui, reste pareil. ça reste culte. Ouais. Ah ouais. Ça reste Ah une oui. série qui passait beaucoup sur M6 et sur Ouais. ce genre de chaîne à l'époque et qui passait en boucle parce que... Ah, bon, ouais, on l'a Ouais, tous c'est- regardé. Hein. Ah, ouais. Série à la con, pas cher, on l'avait acheté 10 fois. Voilà, et donc ça. il le mettait tout le Donc, temps. ouais. Mais bon, moi je l'ai pas trop regardé, tu vois, j'avais du mal à retrouver le titre. Mais je pense que maintenant, avec X années d'expérience, j'aimerais bien la revoir pour comprendre davantage. Après, il y a eu les HPI là, à la mode. Il y a Ah eu oui. les HPI à la mode. HPI, Good Doctor, truc Ouais, aussi. c'est trop. Moi, Je pense aussi à l'autre, là, comme il s'appelait, Dr House. Dr House. Ouais. J'ai rencontré des personnes HPI. Et à force, on fait des hypothèses sur, tiens, mais cette personne normale, puisque ça se voit pas, personne normale, mais tiens, elle se comporte un peu différemment des autres. Et quand tout le monde se comporte d'une façon X et que elle se comporte d'une façon Y, qu'en plus elle a une bonne capacité de rédaction, une bonne capacité de calcul, une bonne capacité d'analyse, tu te dis, mais en fait, sa particularité, elle est quoi? C'est une particularité psychique ou c'est une particularité psycho-cognitive, hein, psychique et cognitive? Parce que la cognition, hein, c'est l'apprentissage, la connaissance. Eh bien, de plus en plus, on peut se poser des questions sur des personnes qui sont passées à travers. Voilà. Donc, des séries comme HPI, elles sont sympas. Est-ce qu'elles ont fait du bien ou du mal? Je ne sais pas. Monk, est-ce que ça fait du bien ou du mal? C'était gentil. Intouchable, ça a fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Pourquoi ça a fait du bien à tout le monde, Intouchable, à votre avis? Omar Sy, il est cool. Ok. Moi, je pense que ce qui a fait du bien, c'est surtout que... Il a rendu la cool attitude Oui. auprès d'une personne qui était en désespérance, quoi. Et moi, je suis un mec cool, je suis pas un mec protocolaire, j'ai pas une cravate. On est des gens, on est des humains, et c'est ça. Ça, la c'est ce que j'ai reconnaissance de l'autre. beaucoup aimé Ok. dans Intouchable, c'est que avant tout, genre, même si l'histoire du film tourne beaucoup autour du handicap du personnage, il te le montre pas comme étant juste le handicap. Il te montre que c'est un personnage qui a des envies, qui a de la peine, qui a de la colère aussi parfois, et que tu vois que quand Omar Sy, le personnage d'Omar Sy en tout cas, joue beaucoup avec l'autre, Bien que sûr. que leur relation évolue, non pas parce que c'est une personne de handicap et l'autre s'en occupe, mais parce qu'ils deviennent amis vraiment, Ouais. tu les vois, il y a Bien sûr. il y a des hauts et des bas, Ouais. et qu'à la fin, ça t'a touché sur le handicap, non pas parce qu'on t'a montré à regarder le pauvre handicapé, on t'a montré à regarder cette personne qui a autant de problèmes dans la vie que toi, Le meilleur. et Ouais. qui arrive... Le meilleur là-dessus, ouais, tu tu le vois. connais, c'est Jérôme Batz. Je- Petit, avec une dysmorphie humoristique. Oui, qui est c'est le décédé. humoriste Oui, qui est décédé décédé il y a pas longtemps. longtemps. Ouais. Il était avec Laura Lone, là, qui était... voilà. C'était le meilleur. C'est le meilleur pour parler du handicap. Ouais, il y a beaucoup on peut en rire, mais bien sûr d'autodérision. qu'il faut en rire. Ouais, ouais. Il faut en rire, parce que Ouais. sinon, la vie, tu te suicides de toutes les 3 minutes. Sinon, Ouais, c'est c'est clair. toutes les emmerdes qu'il peut y avoir. Mais lui, il a réussi à en rire, il a réussi à faire en sorte que... il y a des cons aussi, il y a des cons handicapés, il y a des... Oui. il y a des- Bien sûr, Voilà. mais bien sûr. Donc Lui, c'est possible. il C'est a fait possible, il faut en partie- rire. Puis il faut pas le dramatiser. Lui, il fait partie de ceux qui arrivent à faire l'humour avec le handicap parce qu'il a compris un truc tout bête et que beaucoup de gens, même encore maintenant, ont du mal à voir, c'est que
ce qui est drôle, c'est pas de rire du handicap, c'est de rire avec le handicap. C'est comme ça que quand il faisait beaucoup, ça avait beaucoup de stand-up avec Jérémy Ferrari, je crois. Ouais, À chaque fois, j'ai du mal avec les noms. Son ami Mais professionnel. voilà, et aussi avec Baptiste Le Caplin aussi, il a fait beaucoup de trucs avec lui. Et genre, vraiment, tu vois, quand ils font des sketchs, alors c'est pas en mode on se moque de lui, Non. c'est lui, il se moque avec nous tous ensemble C'est ça. de On plein en de joue. situations débiles, On on en joue joue, de ça. Bien sûr, mais Et heureusement ça- qu'il faut jouer de ce qu'on est. Et ça aide parce que je trouve vraiment que ça aide à montrer que y a pas. Que oui, le handicap existe, il faut pas non plus la visibiliser et dire ah ça n'existe pas, c'est un truc, non. Mais c'est pas forcément ce qui est, alors pas le plus important, mais en mode le plus montré, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas chez une personne, c'est pas le plus important qu'elle soit en situation du non. handicap ou non, c'est le fait que ce soit une personne débile ou que ce soit une bonne personne, tu vois. Comme justement quand il fait sketch, il y a des cons qui sont handicapés aussi, qui font des trucs débiles et que tu nous énerves à force, mais parce que c'est ce qui est le plus important, au-delà de l'handicap et au-delà des difficultés qu'il y a Bien avec. sûr. Ça me fait penser à Smaïn dans les années, je sais plus, 80, 90. Je crois que c'est le premier humoriste arabe qui se moquait du fait qu'il soit arabe, quoi. Ils en sont, voilà, on en est là, quoi. On a évolué comme ça, on se moque de nous-mêmes. Il y a pas de. C'est dans l'autodérision qu'on arrive à C'est une force. dédramatiser une Bien sûr, situation. c'est Bien sûr, bien sûr. Clairement. Jamel, il a fait la même chose. Bah ouais, Jamel aussi. Arabe, handicapé. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive d'autre? C'est Ouais, ça. c'est- C'est voilà. ce qu'il Il est. faut en passer par là, je pense. Hein. Ouais, vive l'autodérision, on est d'accord. Mais bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est cool. Mm. On pourrait parler, en fait, c'est vrai. Oh, on pourrait t'as parler vu, un petit moment, tu vois. Ça Des passe heures, trop hein, vite. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie, quoi. Et je pense, voilà, l'enjeu à venir, là, c'est le travail sur le handicap invisible et sur le fait de rappeler que l'inclusion, c'est pas, on va pas gommer la différence. L'inclusion, c'est la prise en compte de la différence dans un environnement ordinaire. Ok. Et c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ça a été fait à l'école, mais c'est pas assez fait à l'école. Il n'y a pas encore suffisamment de moyens humains ou de moyens financiers pour vraiment prendre en considération la totalité du handicap à l'école Ouais. et dans les sociétés. Et quand tu dis à l'école, Ah. du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents De s'associer avec d'autres parents, de ne pas rester seul dans cette démarche-là et d'être très présent pour leurs enfants à l'école, avec les enseignants, avec l'auxiliaire qui a été mis à disposition. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mm. Voilà. Ça Ok. prend beaucoup plus de temps qu'une scolarité ordinaire, quoi, Ok. bien sûr. Mais pas rester seul, s'associer. Ouais, s'associer. Ok. Voilà. Ah bah bon, je pense qu'on peut terminer le live là-dessus. Hein. Complètement. Ça fait une bonne petite note. Et, Est-ce que j'aurai le Golden Gob? oh, Allez. peut-être ça, mais on veut bien te donner le Allez. Golden la bonne idée si tu veux. On peut te donner Ouais, ça. là. Non, je rigole. Golden Boy. Oh Camille. Non, pardon, c'était. Non, c'est lui, Gilles. Ah oui, c'est En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention parce qu'on sait que tu as une semaine de marathon. Hein, comme on dit. Ouais, bon là c'est fini. Ouais, je vais aller C'est manger. fini, tu vas aller manger. Faire Bon, la sieste ouais, oh, bon, nickel. et repartir au charbon. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et jusqu'au 22 au soir en plus. Jusqu'au 22 au soir, le 22 décembre. Merci pour le rendez-vous du 22 décembre. De 16 à 18. Oh, putain, bonne soirée. Là. Oh, n'importe quoi. Jusqu'à Noël, quoi. Jusqu'à l'os. Et merci beaucoup en tout cas. Eh Merci. ben, Mike, je te remercie. Camille, merci. Et bonne continuation à tous. Bah ouais, Ça. on peut couper. Hein. Merci Tchuss. à vous. Ciao tout le monde. Yes.